Connected Mate. Faut-il avoir peur des robots ? Contrairement aux craintes nourries par la science-fiction, les robots ne pensent pas. Ils calculent, ils optimisent, ils analysent, mais ils restent cantonnés à ce pourquoi on les a programmés. Pourtant, l'illusion de leur intelligence se renforce. Elle ne cesse de se renforcer. L'IA générative avec ChatGPT en tête bluffe par ses performances, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Les robots chirurgiens, eux, sont incroyablement précis. Mais s'ils ne prennent pas de décision, l'autonomie des machines reste peut-être une chimère, enfin pour l'instant. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des robots ? Ce qui fait réellement peur, c'est peut-être pas le robot en lui-même, mais peut-être ceux qui le contrôlent, qui programment ces machines, dans quel but ? La puissance de l'IA et des robots est entre les mains de quelques grandes entreprises, peut-être capables d'influencer les économies et les sociétés à une échelle inédite. Loin de la révolte des machines, la vraie crainte est probablement celle d'une humanité qui perdrait le contrôle, non pas par la soumission aux robots, mais peut-être par une dépendance aux intérêts économiques et politiques qui les façonnent. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir peur ? Pas des robots, mais peut-être de l'usage que nous en ferons. Ce sont ni des sauveurs, ni des bourreaux. Ils amplifient nos capacités autant qu'ils révèlent nos fragilités. Le vrai danger n'est peut-être pas qu'ils prennent le pouvoir, mais au contraire que nous leur laissions une place sans réfléchir aux conséquences. Faut-il avoir peur des robots ou de nous-mêmes ? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans cet épisode du podcast. Il est enregistré en direct sur TikTok. Pour ce faire, je ne suis pas venu tout seul ce soir. Non. Je vous présente les mates qui sont autour de moi. On va commencer par l'ami Christian Bellala, le chef d'orchestre de la protection des données. Bonsoir Christian. Bonsoir PPC, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, je suis ravi d'être là une nouvelle fois. Eh bien oui, encore le rond de serviette est toujours présent. Le deuxième habitué, Jean-Emmanuel Serret, designer qui met de l'humain dans les choses de la vie. Ça, c'est très joli. Bonsoir Jean-Emmanuel. Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pas bien et en forme, enfin j'espère aussi. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, vous qui êtes en direct sur TikTok avec nous en ce moment, pendant qu'on enregistre ce podcast. Troisième larron, Charles Nastorg, assembleur de bulles et de business dans le B2B en tant que communicant. Bonsoir Charles. Bonsoir PPC, bonsoir à tous. Eh ben, c'est plaisir de te retrouver. Puis, last but not least, notre amie Alice, consultante, prof de com, qui fait parler les datas et en parle beaucoup aussi. Bonsoir Alice. Bonsoir PPC, bonsoir à tous sur TikTok et dans le podcast. Et dans le podcast, c'est génial. Alors, pour démarrer cet épisode, on vous a réservé une petite surprise avec les mates. On a décidé de jouer une super dystopie. Alors, peut-être qu'une dystopie, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? Une dystopie, c'est une fiction. On l'a imaginé de manière à créer une petite oppression extrême. Souvent, parce qu'une dystopie, c'est souvent présenté comme un avertissement contre certaines tendances peut-être politiques ou sociales actuelles. Si vous avez entendu parler de Black Mirror, vous avez tout compris, c'est ça. Donc on vous a préparé une dystopie, une très très légère dystopie. On va chacun de nous jouer une petite partie de cette dystopie, puis on reviendra ensuite dessus pour interagir avec vous tous. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui êtes en direct sur TikTok, à commenter, parce que pendant cet enregistrement, c'est très interactif. Allez, c'est parti, je démarre. Connected Mate. Réveil à 6h30, une douce voix artificielle me sort du sommeil. Je sors de mes songes et je file à la douche. Devant le miroir, la météo, mon programme du jour et mes constantes s'affichent. Fatigue détectée, préconisation, un peu de luminothérapie. Mon assistant robotique programmé pour maximiser mon bien-être m'offre le choix entre un café biotech et un thé à base d'algues. Ouais. Optant pour le café, je contemple par la fenêtre les drones de surveillance qui flottent silencieusement. Ils veillent sur la sécurité, certes, mais à quel prix ? Chaque sortie est enregistrée, analysée, jugée. Mon placard, quant à lui, a préparé la tenue idéale que j'enfile pendant que la domotique bip, la capsule autonome vers la gare, arrive. Dans le métro automatisé, un robot contrôleur me scanne. Titre de transport, biométrie, anomalie comportementale, trajet validé. Probabilité d'anxiété, 22%. Mon implant auditif me propose une playlist apaisante. Arrivé au bureau, la reconnaissance faciale ajuste mes objectifs du jour selon mon état de forme. Mon assistant virtuel mesure mon efficacité. Mes échanges avec mes collègues se limitent à quelques messages filtrés par IA, reformulant mes phrases pour éviter tout malentendu. À 10h30, une douce alerte retentit. Pause bien-être. Un drone livreur me repose
me dépose une boisson nutritive pendant que la luminothérapie recommandée le matin s'enclenche. Fin de la pause, j'entame ma séance créative, calée sur mon rythme circadien, qui doit durer jusqu'au déjeuner. Le monde s'optimise. Moi, je m'adapte. Oui, je continue à m'adapter. Et là, arrive la meilleure période de la journée, le déjeuner. Et ça, c'est une période que j'ai toujours adorée. Toujours chaleureux, toujours à se remplir et tout l'estomac de grande convivialité. Mais là, cette fois, le déjeuner, il se passe dans un silence. J'ai toujours été habitué au silence. Manger en silence, ça a toujours été un plaisir. Quoi de mieux que le silence pour savourer? Mais là, le silence, il est présent, presque assourdissant. Le restaurant dans lequel je rentre, il n'y a plus personne, plus aucun humain, que des machines, des écrans, des enceintes, des haut-parleurs, des caméras qui me fixent. L'avantage, c'est que de suite, il connaît mes plats préférés. Et pas que. Tout de suite, il connaît mes allergènes. Il connaît mon poids, ma santé, ce que j'ai mangé la veille, le matin, il y a encore 10 minutes, ce qui m'a fait plaisir en regardant une vitrine alléchante à la boulangerie du coin. Alors évidemment, le plat est bien servi, qui correspond parfaitement à mes attentes. Mais en fait, je me demande, c'est vrai que c'est optimisé pour ma santé, on fait que me le répéter, c'est écrit partout, ça clignote. Mais je me demande si le goût que je ressens, lequel qui me fait saliver, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il a été implanté ou pas? Je ne sais plus, mes repères ne sont plus loin. Est-ce que c'est vraiment le goût de cette viande bien saignante ou juste une mémoire lointaine qui a été implantée? Je me pose des questions, mais je continue à manger ma nourriture qui est maintenant synthétisée. Synthétisée tellement efficience. La seule chaleur, à part les humains qui ne sont plus là et qui dégustent leurs plats, comme ils peuvent, cette nourriture synthétique, la seule chaleur qui ressort, ce sont ces écrans. Non pas parce qu'on les touche, parce qu'on les touche plus, évidemment, depuis longtemps. Donc on ne sait pas s'ils sont vraiment chauds ou froids. C'est la chaleur qui rayonne, qui revient, et qui nous projette de la lumière synthétique aussi, comme la nourriture que nous dégustons. Et là, tout ce que je me souhaite, c'est vraiment, ironiquement, c'est un bon repas, et c'est exactement ce qu'il y a décrit sur les écrans. Le soir venu, je participe à un débat virtuel sur les mérites de l'automatisation. Nos compagnons robots participent également, apportant des statistiques en temps réel. Leur présence est censée enrichir notre débat, mais leur perfection algorithmique nous rend une contribution humaine presque anecdotique. Notre rôle se réduit-il à celui de spectateur dans nos propres vies? De retour chez moi, les drones de sécurité me saluent en scannant mon identité. Mon assistant domestique a déjà préparé un repas sans défaut, en analysant les données capturées lorsque j'ai pris la poignée de la porte. Tout est en ordre, tout est propre, sans place pour l'imprévu. En me couchant, je m'interroge sur ce monde de perfection robotique. Avons-nous sacrifié le chaos créatif de l'humanité pour une harmonie artificielle ? Ouais, Charles. Est-ce qu'il faut craindre cette coexistence ou est-ce encore et peut-être déjà trop tard pour réclamer notre place dans ce futur programmé? Merci beaucoup les mates pour ce démarrage en fanfare sous forme de dystopie de ce récit de fiction qui décrit un monde utopique que certains jugeront peut-être un peu sombre. Ce scénario dystopique, il est maintenant terminé. On a voulu le faire pour dépeindre un futur où la technologie, sous couvert d'amélioration de la vie quotidienne, envahit notre sphère privée, surveille et régule chaque aspect de l'existence humaine, réduisant peut-être les individus à de simples variables dans un système où toute spontanéité et individualité sont effacées, soulevant ainsi de sérieuses questions sur la perte de liberté personnelle et l'autonomie. Ça m'amène à vous poser une question. Qu'est-ce qui est en jeu selon vous dans notre relation avec les robots et pour certains, la peur de les voir vivre avec nous? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette dystopie? On attend aussi les commentaires en direct sur TikTok. Jean-Emmanuel, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette dystopie? En fait, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on ne devient pas des Robinson modernes, en fait, avec notre vendredi bot couper un petit peu du monde sur une île, sur ce qu'il y a autour de nous qui s'efface, notre humanité qui s'en va, je sais pas. C'est vrai que ça amène beaucoup d'interrogations sur le rapport qu'on va avoir à l'autre. Merci, ça pose plein de questions. Alice, qu'est-ce qui est en jeu selon toi? Dans cette dystopie, c'est pas les robots ou les IA qui effraient. Je trouve que ce qui dérange, c'est la perte vraiment progressive de contrôle, d'imprévu et d'humanité
Cette impression, voilà, ce monde où tout est optimisé, mais où on choisit plus rien. Et perso, ce qui me fait peur, ce sont pas tant les outils que les humains qui les programment et qui, par intérêt, probablement plus capitalistique qu'éthique, pourraient prendre les mauvaises décisions. Mais après, c'est à nous de nous battre pour être actrices, c'est pas simple spectatrices Ah, de tout joli. ça et à pas tout accepter, quoi. Ouais, soyons acteurs, t'as raison. Charles, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a en jeu selon toi? Pour moi, c'est la présence invisible et continue, un peu à la Truman Show, c'est dans le film où sa vie est en fait une télé-réalité et en fait, les machines, elles influent aussi nos choix à travers les algorithmes qui proposent des images et des messages en fonction de nos réactions, mais aussi en fonction de leur possesseur, puisque dans Truman Show, vous avez un réalisateur qui oriente aussi les choix qu'il veut faire par rapport à son propre scénario. Donc, ouais, c'est surtout cette présence qui est pas toujours visible, parce qu'on parle de robots et on va le détailler tout à l'heure, mais c'est pas tout le temps des robots que l'on voit. C'est parfois des robots qui, à notre propre insu, capteurs de la donnée, nous analysent et par ricochet plus tard vont nous influencer. Christian, de ton côté, défi? Ah bien, écoute, il y a des gros défis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de robots. Il y a une partie des robots qui ont fait notre image. Est-ce que c'est pour rassurer ou pas? On en reparlera. Il y a des robots qu'on ne voit pas. Ce que disait Charles exactement avant. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est très longtemps que ça existe dans l'industrie. On connaît les robots de l'industrie, par exemple automobile, voilà, dans les chaînes de production. Donc c'est vrai que c'est des robots qu'on ne voit pas en tant que grand public, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de physique dans le robot, dans le sens. Donc c'est vrai qu'on est parti là sur des robots mécaniques. On n'est pas sur les robots d'automatisme logiciel, même si ça en fait partie, c'est au cœur de leur système. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de relations physiques. On parle beaucoup d'IHM quand on est dans le monde de l'informatique, les relations interaction homme-machine. Et c'est vrai que là, il y a une histoire de toucher, je pense, par rapport au robot, par rapport à ce que nous, les interactions qu'on peut avoir avec. C'est vrai qu'on prenait l'exemple, donc là, c'est vrai qu'on est revenu dans les commentaires sur mon petit péché mignon sur la nourriture. Ça reste vrai, si on est servi par un robot, et cette histoire de toucher, donc c'est vrai qu'il va peut-être placer les couverts au bon endroit, l'assiette au bon endroit, avec les bons ingrédients au bon endroit, mais du coup, il n'y aura pas cette maladresse, en tout cas ce sourire. Il y a toujours cette interaction en fait physique avec la machine, même si on essaie de trouver des leurres. Et c'est vrai que là, c'est un vrai enjeu en fait, aussi bien pour rassurer, je pense, mais aussi pour que ce soit efficace. Après, est-ce que c'est compatible l'un avec l'autre? L'avenir ou le présent surtout nous le dira. Ouais, merci beaucoup Christian pour ce témoignage. Moi, ce que ça m'inspire, en fait, c'est surtout lié à. Je vais vous faire écouter un son. Vous allez me dire ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser juste après. On est parti. The Terminator. Your future is in its hands. Voilà, ça moi, vous voyez, c'est là où je pense qu'il y a un grand défi. C'est-à-dire que c'est peut-être le défi sur ce qu'on appelle la robophobie. On en parlera, je pense, un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en Europe, on a peut-être un peu peur des robots. C'est pas la même chose d'ailleurs dans les pays asiatiques, mais finalement, on a cette robophobie qui est alimentée par les films, peut-être par la peur du remplacement au travail, peut-être que c'est souvent plus spectaculaire que fondé. Pourtant, bon, il y a des risques. Je pense que ça peut faire partie des défis que l'on a, des challenges qu'on a devant nous, des risques d'accidents industriels, de décisions peut-être autonomes des IA qui se feraient sans supervision humaine. Donc peut-être que la clé va résider dans l'éducation et, comme tu le disais aussi Alice, dans un côté éthique, dans un cadre éthique peut-être strict, plutôt que dans peut-être la peur irrationnelle. Voilà, bon, c'était posé un peu ces défis. On va voir si vous voyez d'ailleurs les amis, les mails, si vous voyez des commentaires qui vous semblent pertinents pour un rebond, n'hésitez pas. Sinon, on va passer aux questions qui grattent. Je me pose la question à notre guide arbois le plus célèbre, Charles Nastorg. Est-ce que tu vois dans les commentaires des rebonds possibles? Alors, pour l'instant, j'en vois pas. Il y a une blague qui revient et qui est pas fausse, puisqu'on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est revenu. Est-ce qu'on est vraiment le nombre qu'on est actuellement sur le live, ou est-ce qu'il n'y a pas des bots qui se cachent parmi nous? Ah, voilà une bonne question. Il y en a probablement qui se cachent parmi nous. On les salue. De loin et de près aussi. Allez, on va attaquer avec les questions qui grattent un peu. Première question, elle sera pour Jean-Emmanuel. Est-ce qu'un robot pourrait devenir le coéquipier idéal
pour tes projets les plus fous, Jean-Emmanuel? Bah écoute, moi oui, je trouve que avoir un robot qui pourrait m'aider et m'assister dans mon quotidien, qui pourrait, je sais pas, tu vois, visser à la perpendiculaire une vis dans un morceau de bois que je tiens dans la main, peu importe la manière, qu'il le fasse de la bonne, enfin, sous le bon angle, c'est un peu, enfin voilà, ça paraît simple, un peu pratique, mais en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui un robot ne sait pas faire, ou alors s'il le fera, mais très avec beaucoup de temps. Et je pense que, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Peut-être qu'on pourrait avoir un robot qui serait une seconde peau, qui pourrait, je sais pas, nous protéger ou nous assister avec un troisième bras pour faire des choses. Enfin, il y a plein de, on peut très bien s'amuser à penser plein de choses, tu vois, euh, c'est pas un robot, c'est pas forcément. Enfin, après, j'extrapole un peu, mais c'est pas forcément une entité qui est à part, à côté de nous. Ok, elle peut être sur nous, un bout dans nous aussi, si j'entends bien. Charles, de ton côté, un robot, ça pourrait devenir ton coéquipier idéal pour tes projets les plus fous? Alors, ça pourrait pas être mais un de mes coéquipiers. Ouais, tout à fait. Parce que les projets, en tout cas moi, que je fais, se basent beaucoup sur l'expérience du vécu. Ça peut pas se baser uniquement sur des stéréotypes ou des algorithmes avec des probabilités, même s'il faut pas les négliger, parce que les stéréotypes naissent d'une certaine réalité. En revanche, c'est vraiment un coéquipier parce qu'il va permettre d'envisager des angles morts, voire de se projeter dans toutes les directions, un peu comme on fait dans le quantique, on calcule un peu à tout va. Alors, je n'irai pas plus loin dans la comparaison du quantique, ce serait un petit peu trop compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va venir nourrir les esprits créatifs, puisque les esprits vont vouloir partir un peu partout, et dans la multitude de possibilités qu'il va proposer, il y aura parfois une idée qui va ressortir. Et c'est intéressant parce que il y avait un commentaire de Manu from Paris qui disait à partir du moment où le robot permet l'autonomie, c'est un vrai plus. Et je trouve ça intéressant parce que effectivement, dans ta question, il y a le fait de est-ce que ça va remplacer nos métiers. Il y a un peu cette ombre qui plane, et on voit qu'aujourd'hui, pour l'instant, les robots ne remplacent que sur des métiers à très faible valeur. Typiquement, si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui prend des données d'un PC et dont le métier c'est de les remettre dans un autre PC, aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle un connecteur, et en fait ça fait les choses tout seul, plus rapidement, et 24 heures sur 24. Et au final, ça, on se rend compte que la plus-value de la personne n'était pas forcément sur cet aspect-là, elle est peut-être ailleurs. Encore faut-il réfléchir à où se trouve la plus-value d'avoir un humain ici. Où trouver le ailleurs, et ça demande pas mal de réflexion. C'est pas toujours facile, parce qu'on s'est un peu réfugié derrière finalement les tâches que l'on fait. Il faut remonter sur à quoi on sert, en fait, plutôt que la tâche, et c'est pas toujours simple, surtout selon le métier qu'on peut exercer. Peut-être question et c'était un peu la réflexion qu'amenait Jean-Emmanuel. Il disait, c'est peut-être pas un robot à côté, mais c'est peut-être une autre façon de le faire. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi on a rendu, et on le voit dans beaucoup de films, de science-fiction, on en parlera tout à l'heure des films, pourquoi on a voulu rendre un robot humanoïde sous une forme humaine? Qu'est-ce qu'il y a comme objectif derrière cette apparence? Est-ce que c'est de l'altruisme, de l'intérêt? Alice, j'aimerais bien voir ton point de vue. Clairement, les deux, je pense, sachant que le premier sert le second. Dans les motivations altruistes, on peut en trouver plusieurs. On peut en citer deux, comme par exemple la facilité de l'interaction, parce qu'une apparence humaine, ça va permettre aux individus de se sentir plus à l'aise et de comprendre plus intuitivement les intentions du robot, et donc d'améliorer la communication et la collaboration. On peut penser aussi à l'assistance des personnes plus vulnérables, entre guillemets, comme dans les soins aux enfants, aux personnes âgées ou porteuses de certains handicaps, où des robots humanoïdes, ça peut offrir un soutien physique et émotionnel qui va recréer une présence humaine rassurante. Mais ces motivations altruistes, au final, elles auront des intérêts marketing bien marchands souvent, parce que les entreprises, elles souhaitent en tout cas exploiter l'attrait pour les robots humanoïdes pour augmenter l'acceptation de leurs produits et influencer les comportements d'achat. En plus des robots qui sont conçus pour susciter la confiance, ça peut encourager les utilisateurs à partager davantage et donner plus d'infos personnelles qui sont hyper précieuses à des fins commerciales. Donc,
l'apparence humanoïde des robots peut aider à faciliter les interactions humaines, mais aussi ça peut servir des objectifs commerciaux. Donc si le résultat est réussi, parce que sinon, si vraiment quand l'humanoïde est loupé entre guillemets, ça peut vraiment faire l'inverse. On parle d'ailleurs de vallée de l'étrange ou de vallée dérangeante pour faire référence à ces robots humanoïdes qui sont censés nous ressembler, mais comme c'est pas parfait, ça a un côté un peu creepy, malaisant. D'accord, bien compris. J'ai bien. Merci pour la vallée de l'étrange. Ça permet de classer effectivement peut-être un sentiment de malaise qu'on peut avoir quand c'est un peu trop près ou pas assez pour un homme. Christian, toi, les robots humanoïdes, on les a rendus humanoïdes. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors c'est vrai que ça a toujours été aussi loin qu'il y ait des fictions sur les robots, donc rapidement est arrivée une apparence plus ou moins humaine, de les rendre humains, également dans les fonctionnalités. Tu vois, il y a beaucoup de robots, on les rend en bipèdes, ils marchent comme les humains, alors que c'est souvent inutile, quoi. Que s'ils ont 4 roues, ça fonctionne aussi bien par rapport à leur fonction qu'on voulait leur donner. Mais c'est vrai que du coup, l'objectif c'était de les faire marcher avec 2 bras, etc. Alors que s'il y en avait 6, ben ça marchait très bien. Hein. Si c'était une araignée géante, elle pourrait nous servir des plats encore plus rapidement au niveau de la cuisine, mais nous on préfère en faire avec 2 bras parce que du coup ça nous ressemble. Et c'est vrai qu'au niveau de la tête, donc souvent les robots on leur fait on les lisse. Alors c'est vrai que si on a un robot avec qui on va échanger pour X raisons, ou du coup c'est des bobines de fil, des moteurs, etc., des composants qui ressortent, c'est pas forcément agréable, hein, parce que c'est vrai que avoir des résistances, des condos en pleine vue comme ça, c'est pire que de l'acné, donc ça peut pas être très très sympathique si on dialogue avec. C'est vrai que du coup d'être lissé, d'avoir 2 yeux, alors que du coup c'est pas forcément utile, hein, 2 caméras, oui il y a le relief, c'est bien, mais du coup si on en mettait 5, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup on se base et on reste toujours sur des visages plus ou moins qui ressemblent à l'humain. Alors c'est déjà utilisé beaucoup et c'est très apprécié. Par exemple, ça je l'ai vu, c'est dans les milieux hospitaliers. Donc là, je pense que vous avez déjà vu des reportages. Ça fait plusieurs années que ça existe. Hein. C'est les petits robots qui sont mis dans les centres de pédiatrie, par exemple. Donc il y a pour les personnes âgées et puis du coup en pédiatrie pour les enfants. Où du coup, c'est vrai que le petit robot, il va être là pour accompagner, pour divertir, mais aussi pour les soins. C'est vrai qu'un robot, il est donc du coup c'est du logiciel derrière, c'est qu'il peut répéter 50 fois la même chose. Je prends le cas d'exemple, quelqu'un qui est hospitalisé, n'importe quel âge, que ce soit un enfant, un ado, un adulte ou une personne âgée, de prendre ses comprimés, on n'est pas toujours c'est pas toujours aisé à faire prendre. Et c'est vrai que de prendre quelqu'un, un aide-soignant, une infirmière, etc., un infirmier qui va resté là, qui va essayer de convaincre et d'accompagner qu'il faut prendre les gélules, etc., c'est du temps que du coup il n'y a plus dans les moyens hospitaliers. Hein, les gens n'ont plus le temps d'être là, malheureusement, c'est un fait réel. Tandis que là, si on prend un robot, du coup, il y aura toute la patience. Il faut mettre 1 heure pour que la personne prenne ces 2 gélules, et il va rester là, il va continuer à répéter ça gentiment et calmement, toujours la même intonation, et puis insister jusqu'à ce que du coup le traitement soit pris. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même mieux si c'est un visage plus ou moins amical, voire qui sourit, comme ça arrive souvent, que ce que je disais au début, avoir des fils et des moteurs qui nous regardent et qui nous disent avale ce médicament. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais, c'est Manu from Paris dans les commentaires qui te dit, d'ailleurs pas terrible si le robot a 6 pattes, notamment dans les cuisines parisiennes. C'est pas génial. Autre commentaire peut-être, c'est celui de Patrick qui nous dit, ouais, mais le robot humanoïde, c'est aussi notre fantasme et peut-être notre vision dans les années 80, celle que l'on avait dans les années 80 à propos de l'an 2000. Charles, tu réagis comment à propos de Patrick ? Justement, en fait, c'est ce que dans le chat, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, on raisonne encore avec des principes du passé. Ce qui est très intéressant, c'est que on a du mal à faire place nette et à revoir et à réinventer, à se réapproprier les choses pour essayer d'envisager différemment ce que pourrait être le robot en 2050, par exemple. On reste ancré avec ce qu'on a connu dans les années 80. Alors peut-être que c'est lié à une génération, à l'effet nostalgique qu'on a en ce moment dans la société qui demeure très fort. Mais comme le disait Christian, il faut qu'on essaie d'aller avec un regard neuf et beaucoup plus pragmatique. Et de questionner, parce que
au-delà de trouver des nouvelles solutions, c'est surtout de questionner, de dire est-ce qu'aujourd'hui un bipède c'est beaucoup plus efficace qu'un quadripède ou quelqu'un sur un monocycle ou je ne sais encore pour pouvoir aller sur tous les terrains, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de voir qu'on continue de raisonner avec des archétypes qui sont dépassés puisqu'on a découvert d'autres choses aujourd'hui et qu'on a du mal à re-questionner ce qu'on prend pour acquis. Ça, c'est un peu la trace mentale qui est restée de tous ces films, toute cette science-fiction. Finalement aussi peut-être la façon dont on a perçu ces robots. Allez, je lance la machine infernale pour trouver une question au hasard. Autre sujet, les robots dans l'armée. Peut-être la question, alors je ne sais pas si elle est aussi binaire que ça, mais est-ce que ce sont des sauveurs ou est-ce que ce sont des bourreaux programmés? Christian. On arrive sur le terrain de Terminator. Écoute, les deux, ils sont très efficaces, donc ça peut être des sauveurs. Et donc, du coup, ça dépend pour qui les emploie et puis comment ils ont été programmés et puis leur mission, en fait. Mais ça peut être aussi des bourreaux. Après, je pense pas que c'est comme les animaux, hein, ils ont pas une nature comme l'humain qui est, du coup, si on peut faire mal par plaisir, certains vont le faire. C'est vrai que là, du coup, si on lui a pas implanté cette logique, donc on espère que l'IA qui va être implantée dans ces robots militaires, en gros, ne vont pas avoir ces mêmes biais, du coup. Enfin, j'espère, en tout cas, parce que ça va être très difficile à gérer, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il a une mission, il va continuer à la faire quoi qu'il arrive. Hein, un bras mécanique, le plus simple que certains ont connu, hein, le lecteur de vinyle. Hein, donc le bras, il avait pour mission de se lever, d'aller peser le saphir pour lire le 33 ou 45 tours. Et puis du coup, c'était sa mission. Quoi qu'il arrive, il la faisait. S'il était gêné, il forçait jusqu'à la rupture s'il fallait. Mais du coup, c'était sa mission. Puis une fois que la lecture était terminée, il revenait à sa position initiale. Donc là, pour le militaire, c'est la même fonction. Si on lui donne une fonction à faire, il ira au bout de sa mission. Un peu comme dans Terminator, hein, pour ceux qui l'ont vu, voilà, dans le 1, entre autres, puis dans les autres, sa mission, c'était donc Sarah Connor. Et du coup, voilà, sa mission, c'était d'aller éliminer, et quoi qu'il arrive, même s'il lui manquait ses deux pattes, parce que peut-être qu'à roulette, finalement, pour lui, ça aurait été moins facile, mais voilà, sa mission, c'était d'y aller, même avec un seul bras. Sa mission, c'est de continuer à le faire. Donc, c'est vrai que ça peut être très, très efficace. Plus efficace au niveau militaire par rapport à un humain, parce que c'est vrai que s'il vise, à moins qu'il ait un problème de capteur, etc., donc il va être beaucoup plus efficace que l'humain, donc vraiment d'une efficacité accrue. Mais c'est vrai que si on le laisse tout seul, là, du coup, au niveau bourreau, il n'y a rien qui va l'arrêter. Il fera pas de différence, sauf si on lui apprend à faire des différences sociales ou ethniques ou par rapport à des enfants, etc. Lui, il fera pas de différence. On lui dit là, il faut que tu bombardes, que tu mitrailles, il va y aller. Il y a des tests là actuellement, hein, de robots avec IA. Alors, je vais pas noter les références. Peut-être qu'on pourrait les donner après sur le podcast en commentaire quand tu le mettras en ligne PPC. C'est vrai que du coup, il y a des tests là qui ont été faits avec IA plus bras mécanique équipés d'une arme à feu. C'est vrai qu'il est très très efficace. C'est des objets aléatoires, y compris des ballons, donc qui volent aléatoirement dans la pièce. Et la personne lui dit du coup de viser qu'une certaine catégorie de ballons, des bleus, des jaunes, des rouges, etc., et pas d'autres. Et du coup, il est très très efficace. Ça bouge très très vite et il est très très efficace qu'un humain ne ferait pas. Il y aurait beaucoup de dommages collatéraux, tandis que là, du coup, il en fait très 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 peu. Donc c'est vrai que ça peut être un sauveur dans le sens il pourra aider, mais c'est vrai que je pense que dans tous les cas, c'est comme toutes les armes, des deux côtés, hein, parce qu'il y a toujours deux côtés quand on parle d'action militaire, les deux côtés vont être équipés. Donc là, je sais pas ce que ça peut être si on lance des automates contre deux automates, des robots ensemble, enfin l'un contre l'autre. Ça peut être, hormis le truc fun, des batailles de robots qu'on trouve sur des salons événementiels qui sont assez rigolos. Là, je pense que là, ça peut être très très dangereux pour l'homme. Ouais, pour moi, les robots dans l'armée, ils symbolisent peut-être le double tranchant de toute la technologie moderne. Hein. C'est à la fois un potentiel pour réduire peut-être des pertes humaines, probablement indéniables, quoique, mais leur utilisation, elle soulève aussi des dilemmes moraux qui méritent une réflexion peut-être approfondie sur les règles de l'engagement militaire, tout ça à l'ère de l'autonomie artificielle qui arrive. Hein. Et ça m'amène, moi, une question qu'on pourrait peut-être poser d'ailleurs au bac cette année. C'est un vaste sujet pour nos prochains bacheliers. Et si confier le pouvoir de vie ou de mort à des machines était en fait le reflet de notre propre
inhumanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez 2 heures. Une réaction là-dessus, Alice? Donc j'ai 2 heures, c'est ça? Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Non mais voilà, c'est pas vous l'avez super bien expliqué. C'est vrai que c'est aussi on peut espérer, voilà, comme tu l'avais dit, que ce soit au contraire des pertes humaines épargnées par justement des opérations qui soient entre guillemets chirurgicales, quoi, hyper précises. Et en même temps, enfin, ça va être effectivement tout va dépendre des programmes, de la manière dont on aura programmé les choses en amont, de règles éthiques qu'on aura programmées. Enfin, c'est comme dans les voitures autonomes où on voit tous les débats éthiques qui se posent sur si la voiture elle prend une route où il y a une personne, une autre où il y a 4 personnes, dans quel sens elle doit aller, est-ce qu'elle doit écraser la personne toute seule, les 4 personnes, est-ce que ça dépend si elles sont jeunes, si elles sont vieilles, enfin ce qui va être vraiment, on en revient un peu à, c'est pas l'outil tant qu'il fait peur, c'est sa programmation humaine. Ouais, puis qu'est-ce que fait l'humain avec ça, hein? C'est-à-dire que on le disait souvent, hein, on peut donner un couteau, un couteau, on peut faire des choses magnifiques avec un marteau, on peut construire une maison, mais aussi on peut fracasser le crâne de quelqu'un. Les robots, il y a un sujet moi, qui m'a vachement intéressé dans vos propos tout à l'heure. On parlait de la santé, c'est Christian qui a lancé ça. Est-ce que les robots peuvent vraiment prendre soin des personnes âgées ou est-ce que ça va juste peut-être un peu les ennuyer? Charles, ton point de vue? Alors, les ennuyer, c'est intéressant. Conscience de soi, déjà, donc on va très loin pour eux. Mais je pense qu'en fait, il y a déjà des robots médicaux qui prennent soin de nos seniors. Manu from Paris en parlait tout à l'heure dans le chat en disant qu'effectivement, vaut mieux peut-être un robot câlin qu'un humain d'EHPAD fatigué qui risque d'être un peu brutal vis-à-vis des seniors. On sait qu'il y a eu pas mal de scandales avec les établissements qui reçoivent des personnes âgées. Ça ne garantit pas pour autant le confort, ça dépend aussi des investissements qui vont être faits, mais pour les soins, ça existe déjà et ça va continuer. Mais prendre soin de nos seniors, c'est pas que au niveau de la santé, c'est aussi au niveau enfin, là, il y a la santé mentale, mais il y a aussi la sociabilité. Pour le divertissement, c'est autre chose. On pourrait imaginer avoir un R2D2, vous savez, le petit robot blanc dans Star Wars, qui puisse animer indirectement les seniors. La question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'on veut réellement déléguer 100% nos aînés à des robots? C'est-à-dire qu'on s'occuperait plus de nos aînés. Et la question, elle est pas si anodine que ça, parce que même si moralement on dirait mais non, on va pas les laisser, etc. Sauf que, au vu des courbes d'âge, ça risque d'être le cas. Faut savoir que d'ici 15 ans, un tiers des actifs aura plus de 50 ans. Donc en fait, là, la courbe des âges est complètement inversée, donc on va avoir de moins en moins d'actifs par rapport à des retraités, et donc après, quand vous montez dans les âges, ça ne fera qu'augmenter en nombre, et ça va devenir compliqué de trouver des aides-soignants et du personnel dans les maisons de retraite, parce que vous avez les aides-soignants, et puis vous avez aussi les acteurs du quotidien dans ces maisons de retraite. Et même pour des personnes âgées autonomes, ça sera pas forcément simple, parce que les robots vont finir par devenir incontournables. La seule chose positive qu'on peut se dire, c'est que ces prochaines générations de personnes âgées seront sûrement des générations qui ont grandi ou travaillé avec des robots, donc qui seront peut-être un peu plus familières, qui auront une adoption de ces nouveaux usages peut-être plus simple et plus rapide que celle de nos aînés aujourd'hui. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des grands-parents, on sait que pour certains, ça peut être très compliqué de se retrouver face à un smartphone, face à un ordinateur, ou pour des choses du quotidien qui sont devenues 100% digitales. Ça, c'est pas forcément évident. Donc, est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre soin de nos personnes âgées? Je pense oui. Est-ce qu'ils vont les ennuyer? Il y a un risque d'isolement, comme il y a un risque d'isolement aujourd'hui avec des personnes actives, où on peut avoir le cinéma à la maison, se faire livrer ses courses, on pourrait quasiment tout faire, même parfois pour certains métiers, travailler de chez soi et s'isoler. Il se peut qu'on continue à reproduire ce schéma-là aussi pour nos personnes âgées, pour nos aînés, on va faire simple. Et voilà, c'est ça, nos personnes aimées âgées. Mais ce serait assez triste parce que ça créerait encore plus des ruptures, et je pense qu'il y a un sujet indirect là-dessus, sur la transmission à la fois du savoir, des valeurs, des traditions, ou des histoires aussi, puisque sans connaître son passé, on est condamné à le répéter. Donc il y a ces choses-là qui sont assez intéressantes, et on peut y voir autant de bien que des pièges qui peuvent être évités. Wow, magnifique. Rebond dans les commentaires. Christian te dit un robot câlin. Est-ce que tu peux définir câlin, Charles?
Alors, j'ai peut-être mal lu ce qu'avait dit Manu from Paris, mais effectivement, dans le sens, je pense, des robots aujourd'hui qui sont capables de pouvoir faire des... Alors, plus simplement, on va parler de massage, mais il y a un moment important aussi, c'est la toilette. Donc, si vous avez des robots qui permettent de faciliter pour des personnes âgées de faire leur toilette de manière douce, parce que ce sont des corps fragiles pour certains, donc ça peut être aussi quelque chose d'important. Et si on est capable de le faire pour la toilette de ces personnes-là, ça veut dire qu'on peut le faire aussi pour des soins supplémentaires, que ce soit des massages ou des choses comme ça. Bien vu. Quand tu décris ça, moi, ça me fait furieusement penser à ce que l'on voit en Asie, au Japon, les robots qui aident et qui sont en présence avec les aînés. De ton point de vue, pourquoi il y a une telle différence entre la perception qu'il peut y avoir plutôt dans les pays asiatiques et la perception qu'on a, nous, en Europe? On a peut-être un peu la pétoche de ces robots. Alors, j'ai 2 heures comme Alice. Voilà, vous avez 2 heures aussi. Alors, l'aspect est principalement culturel. En Asie, il faut savoir que si vous allez dans les pays d'Asie, vous prenez... Alors, avant, c'était très vrai, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais vous aviez 2-3 ans d'avance sur ce qui allait arriver sur les marchés en Occident. Je donne un exemple tout simple, les perches à selfie qu'on a découvert en Europe, ça faisait déjà 3-4 ans en Asie que tout le monde en avait une pour prendre des photos. Ça faisait rire ceux qui, en Occident, disaient « Ah, c'est encore le stéréotype de la personne d'Asie qui prend des photos partout, etc. » Sauf que 2-3 ans après, les Occidentaux ont fait tout pareil. Sur l'évolution, l'acceptation de nouvelles technologies, en Asie, ils y sont allés beaucoup plus fortement. Ceux qui se souviennent, dans les années 90, le Made in Japan était source de qualité, et notamment sur l'appareillage électronique, ils ont été les premiers. Sur le rapport à la machine, il se trouve qu'en fait, ils ont dans leur culture, aussi bien cinématographique qu'au niveau des bandes dessinées, des mangas, imaginé des futurs qui sont devenus aujourd'hui des références. Alors nous, par exemple, on connaît Goldorak. Goldorak, il se trouve qu'au Japon, c'est un petit dessin animé. Le vrai dessin animé, c'est c'est Mazinger qui est avant, mais qui est un peu dans le même genre, où c'est un être humain qui pilote un robot, etc. Et cette appropriation des robots, à chaque fois, se fait par le pilotage humain. Donc, en fait, ils ont domestiqué l'image du robot plus rapidement que l'on a fait en Europe. Là où en Europe, on a une culture beaucoup plus traditionnelle et ancienne de l'importance de l'être humain, de l'âme, avec la culture judéo-chrétienne aussi qui a son importance. Ce qui fait qu'on voyait plus la machine comme quelque chose de déshumanisé, et toutes les images qu'elle peut véhiculer. Et ton extrait de Terminator tout à l'heure n'est pas anodin. Je pense qu'aujourd'hui, la première fois qu'on a parlé des intelligences artificielles qui est avec ChatGPT, première chose que tout le monde s'est demandé, c'est on est aux prémices de Terminator, alors que en Asie, ils étaient plus aux prémices d'Astro Boy, un petit robot gentil. Je fais volontairement une caricature, mais on n'en est pas loin de ces images-là. Autre question un peu iconoclaste dans mon sac à questions. Alice, pour toi, celle-là, est-ce qu'on peut faire confiance, d'après toi, à un robot équipé d'un couteau de cuisine? Tu parlais de couteau tout à l'heure. En théorie, oui, car il est censé respecter quand même des lois éthiques et avoir des garde-fous. Et les IA des robots sont d'ores et déjà classés par niveau de risque. Donc, en théorie, il me tranchera que les légumes et pas la gorge. Cependant, on n'est pas dans un film de SF d'Asimov avec les 3 lois de la robotique. Donc, si un jour j'ai des ennemis calés en programmatique ou qui savent à qui demander de l'aide, je commencerai peut-être à me méfier. Parce qu'un robot, aussi fiable soit-il, ça reste un programme, et un programme, ça se pirate. Ah bon, ça nous ouvre des choses. Alors tiens, derrière, je rebondis sur la même question, par rapport à ça. Est-ce qu'il faut installer un bouton d'arrêt d'urgence sur chaque robot ou juste sur certains humains? Christian? Sur certains humains, évidemment. Lesquels? Tu veux des noms? J'ai des noms. Le name dropping. T'as 2 heures aussi. J'ai 2 heures aussi. Bon, ça, on a chacun de... Jean-Emma, c'est bientôt à toi, les 2 heures. je tiens le listing. Écoute, oui, c'est une sécurité. Donc je pense que c'est plus ou moins fait. Alors, ça fait partie aussi de l'imaginaire fictif. Dans un petit peu partout dans les films, il y a toujours un bouton d'arrêt, sauf les Terminator.
Mais c'est vrai qu'en général, ça a toujours été plus ou moins prévu, un petit bouton d'arrêt. Mais l'histoire fait que tout ce qu'on automatise, on ne prévoit pas tout le temps. Donc c'est vrai qu'on prévoit des boutons d'arrêt souvent après qu'il y a eu un accident, sur les chaînes de montage, etc., dans les usines, dans les grosses sessions de production. C'est vrai que les boutons sont arrivés après, avec les humains qui sont un peu éloignés, mais du coup, à proximité, et pas tout le temps. Mais du coup, au début, il n'y en avait pas. Puis après, ça a apparu parce qu'il y a eu des accidents graves. Dans les véhicules, on sait très bien, là, les véhicules autonomes, là, du coup, bouton d'arrêt, il y a pas, il est peut-être sur le smartphone, mais il faut qu'on ait encore de la batterie, qu'il y ait du réseau pour qu'il nous réponde. Sinon, du coup, elle ne va pas s'arrêter s'il y a un souci. Donc, c'est vrai qu'il faut se parer. Après, voilà, de mettre un petit peu, un bouton d'arrêt d'urgence. Donc, c'est un petit peu ce que disait Alice dans le sens où, du coup, il peut y avoir un piratage. Si on met un bouton d'arrêt, on va prendre le cas de tout à l'heure, un robot militaire. Si on l'équipe d'un bouton d'arrêt, donc c'est vrai que ça peut être sécurisant parce qu'on pourrait intervenir pour le stopper. Un peu comme dans les films, on voit, du coup, les missiles qui partent. Et puis, du coup, on annule un petit peu à James Bond ou à Mission Impossible, à la dernière demi-seconde que le missile fait demi-tour. Donc, il y a un petit bouton, du coup, on appuie dessus. Donc, pourquoi pas avec les robots, mais du coup, s'il se fait pirater, donc ça va pas être très efficace parce que je pense que tout de suite, on va savoir comment activer ce bouton en tout cas. Donc, si je me fais attaquer par une armée de robots, du coup, je vais connaître la faille pour pouvoir activer cette sécurité, puis les faire arrêter, voire se retourner contre ceux qui me les envoient. Donc, c'est oui et non. Il faut se protéger. Enfin, il faut qu'il y ait toujours une parade. Il faut qu'on ait le contrôle. C'est un peu comme les intelligences artificielles là, actuellement. On dit toujours on bosse avec, on ne laisse pas bosser à notre place. Donc là, c'est pareil pour les robots. Un peu en plus, c'est mécanique. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport physique et malheureusement, je pense qu'on ne fait pas le poids, même, sauf si c'est un tout petit robot avec un Raspberry et puis 2-3 moteurs d'Amazon à 2 euros. Mais sinon, pour le reste, les robots qu'on connaît, on fait pas le poids, même les designés de chez Elon Musk actuellement, où du coup ils sont très design, mais ils ont quand même beaucoup plus de force au niveau de la pression et des bras, donc on fait pas le poids en tant qu'humain. Donc oui, il faut à tout prix avoir une parade, mais c'est vrai qu'après il y a toujours le risque que cette parade se retourne contre nous. Pas tous à la salle de sport parce qu'on n'y arrivera pas. J'ai bien compris. Jean-Emmanuel, il faut installer un bouton d'arrêt d'urgence sur chaque robot ou juste sur certains humains? Le bouton d'urgence, il faut le mettre là où il est près de soi. Pourquoi ? Enfin, est-ce qu'on a besoin d'un bouton ? Est-ce qu'on peut pas simplement avoir une phrase qui stoppe tout si on a des robots intelligents ? Ça peut marcher peut-être avec juste une phrase. Sur cette question, faut-il avoir peur des robots ? Je suis allé poser la question à 2 robots qu'on connaît tous, qu'on utilise. Le premier, c'est ChatGPT. Je lui ai demandé, est-ce qu'il faut avoir peur des robots ? Voici sa réponse. Pas vraiment. Les robots sont des outils. Tout dépend de leur utilisation. Il faut surtout être vigilant sur la manière dont on les développe et les intègre. Voilà, développement, intégration. Je repose la même question, mais dans ce cas-là, à l'autre robot, l'autre chat, Gemini 2 de Google. Est-ce qu'il faut avoir peur des robots ? Non, pas du tout. Les robots sont des outils créés par l'humain pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous remplacer ou nous faire du mal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis de la rédac ? Alice, t'en penses quoi ? Alors déjà, ce qui m'énerve, c'est quand ils disent « nous » tout le temps. Ah ouais, moi aussi, c'est pareil. T'es pas un humain en fait. Donc oui, non, il faut pas avoir peur du tout. Après, est-ce qu'elle était censée nous dire autre chose que ça ? Et confiance, comme dirait l'autre. Et Hein, confiance. Voilà. Ça nous est à tous. Ouais, ça, c'est aussi une autre image qui n'est pas celle des robots. Alice, quand on échangeait pour la préparation de cette émission, tu m'as parlé d'un sujet qui s'appelle la kawaiirie. Ouais, on parlait pas que de robots qui Qu'est-ce que faisaient c'est que peur cette et histoire, qui la font la kawaiirie ? guerre. Raconte-nous tout. En fait, le concept de kawaii, ça vient du Japon et ça désigne à la base ce qui est mignon, ce qui est doux, inoffensif. Donc vraiment, le symbole originel, c'était Hello Kitty. Mais on peut penser plus largement aux images avec des personnages avec des grands yeux tout tendres, façon chapeautée. Donc ça repose en fait sur des codes visuels précis. Donc il y a les formes arrondies, des grands yeux expressifs, voire même parfois une gestuelle un petit peu maladroite qui va éveiller en nous un instinct de protection. Et c'est clairement, c'est pas anodin. Enfin, des études montrent que notre cerveau réagit aux objets mignons
comme il ferait face à un bébé, en déclenchant de l'affection et un sentiment d'attachement. Parce qu'en fait, on est des êtres émotionnels et la kawaiirie, la mignonnerie, ça va contourner notre rationalité, contrairement aux robots aux allures rigides, métalliques, qui vont, eux, plutôt évoquer la froideur, le contrôle. Donc un robot qui va être tout en rondeur, avec une voix douce, des petits bruits attendrissants, ça va nous rassurer, ça va baisser notre vigilance. Et rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi là que la question du contrôle se pose, parce que quand un objet devient trop mignon, on le perçoit comme inoffensif. Mais est-ce que c'est encore un choix rationnel, ou est-ce qu'on est en train d'être influencé? Et à quel moment donc la mignonnerie ne sert plus seulement à créer du lien, comme on le disait tout à l'heure, mais à nous rendre plus dociles, plus enclins à interagir, à confier nos données. Est-ce qu'on a conscience du moment où l'adorable, ça devient un outil de contrôle, quoi? Et à ce sujet-là, je recommande d'ailleurs 2 super articles de Cyroul, Cyril Rimbaud sur cyroul.com, un qui parle des robots et un qui parle justement des robots mignons et du triomphe de la dopamine sur la raison. Cyroul, ça s'écrit CYROUL, cyroul.com. Je vous encourage aussi à aller lire, c'est une bonne référence. On parlait de ce sujet du kawaii. Tiens, moi j'aimerais poser la question à notre designer en chef, Jean-Emmanuel Serret. Justement, c'est quoi les limites d'un point de vue design, UX et UI, cette partie éthique? On va jusqu'où? Vous vous arrêtez où? C'est la question qui tue. C'est justement, c'est ne pas commettre des gestes répréhensibles envers les gens, envers les humains. C'est nous permettre à nous d'avoir plus de latitude à faire des choses et d'être secondé. C'est plus, moi je vois plus le robot comme cela, que comme quelque chose qui soit autonome à faire des choses. C'est vrai que pousser un robot dans l'autonomie, c'est nous restreindre peut-être nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait nous, c'est là, parce qu'il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que si je ne fais plus quelque chose, que quelqu'un le fait à ma place, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Est-ce que je vais être plus oisif? Est-ce que je vais, m'embêter, m'ennuyer, regarder des choses, devenir bête? Il y a tout. Il y a plein de choses là-dessus qui ouvrent des questions, je dirais, à la fois philosophiques, éthiques, et qui demandent à réflexion, parce que c'est finalement tout ça, ça fait une époque, ça crée une époque formidable où on peut faire plein de choses différentes, mais où il faut avoir conscience de ce qu'on va faire. Pas simple, hein. D'ailleurs, il y a dans les commentaires, il y en a qui peut-être est-ce qu'on va vers le revenu universel, c'est-à-dire que si tous ces robots font notre travail, nos tâches à notre place, est-ce qu'on devient effectivement une société de loisirs ou pas du tout? Je sais plus, j'avais vu une série comme ça qui était, je me souviens plus du nom, mais ça reviendra peut-être, où en fait, comme les êtres humains ne faisaient rien, en fait, ils devenaient vraiment gros, obèses, totalement stupides. Je sais plus quelle est la, si c'est pas si ça vous vient, vous, amis qui êtes présents sur ce live. C'était pas Wall-E. Ah, c'était Wall-E, il y avait du Wall-E, c'est ça là-dessus? Oui, c'était Wall-E. Ah, c'était Wall-E. Ben merci, je ne trouvais plus la ref. Donc c'était dans Wall-E. Je vous encourage d'ailleurs à aller le revoir. Très très joli film, avec d'ailleurs, je crois, en intro, une très chouette chanson d'Etta James. Je ne sais plus si elle est dans l'intro ou dans le film, mais c'était magnifique. Le rebond sur le kawaii, il était pour Charles. Il en pense quoi, Charles? C'est très sympa de penser à moi, merci beaucoup. Merci Alice. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement, derrière, c'est le côté kawaii, séduction. En fait, en gros, ce qu'on trouve kawaii, c'est quelque chose qui nous ressemble. Ne faut pas oublier que la peur vient de l'inconnu, et donc quelque chose qu'on a du mal à cerner ou qu'on ne comprend pas, c'est difficile derrière de pouvoir l'intégrer dans notre société ou dans notre quotidien. Typiquement, pour revenir sur l'image du Terminator, c'est un visage métallique, alors sans la couche effectivement qui le rend humain, mais dessous c'est un alliage métallique avec un crâne humain figé qui n'a aucune expression si ce n'est celle d'un crâne, donc qui est clairement pas dans nos codes de société quelque chose de positif. Et on l'évoquait tout à l'heure, le côté kawaii, c'est
le fait de nous attendrir, de pouvoir nous rassurer aussi, de nous dire que ce qui est en face de nous est quelque chose qui va nous comprendre, qui va pouvoir nous aider et nous apporter. Donc la Kairouiri n'est pas du tout anodine. Et ces limites, on est en train d'essayer d'humaniser au maximum parce que je pense que c'est quelque chose qu'on réévoquera aussi tout au long de ce podcast. Le fait de lui prêter des sentiments ou de ce genre de choses, c'est encore une fois pour créer un lien encore plus fort avec nous et qu'on ne considère plus comme une machine, mais véritablement comme un membre de notre, pas de notre famille, mais en tout cas de notre cercle d'intime pour pouvoir encore plus le laisser venir et s'incruster dans notre quotidien. Donc ça, c'est important là où effectivement, donc ça c'est très important en Asie, ils le font énormément. Là où en Europe, l'âme est uniquement du côté de l'être humain et elle a cette importance-là où tout ce qui n'a pas d'âme est un objet dont il faut se méfier. Donc intéressant de voir en plus avec la mondialisation aujourd'hui à quel point on est en train aussi d'adopter ces codes qu'il y a en Asie. Le meilleur exemple étant Star Wars avec R2D2 et C3PO, qui sont deux robots qu'on trouve très sympathiques et tout, mais qui restent des robots et qui, par définition, ne sont pas censés avoir de personnalité plus que ce qu'ils n'en ont dans le film. C'est vrai, mais Alice le soulignait tout à l'heure hein, quand on a écouté les voix de ChatGPT et de Gemini, de Google, ils s'incluent dans la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent nous en se mettant du côté des humains, ce qui est assez surprenant. Je ne sais pas pourquoi ils ne restent pas dans leur rôle. Je ne suis qu'un robot, je ne suis qu'une machine, je ne suis qu'un substrat d'algorithmes bien entraîné sur des modèles de langage énormes. Ben non, il faut qu'ils essayent de se mettre avec nous. Donc, est-ce que ça a été travaillé au niveau du design? Ça sera un peu la colle. Là encore, on a un peu 2 heures. Charles, je te garde avec moi, à moins que tu veuilles répondre là-dessus. Ouais, juste, je ne sais pas si tu as marqué, mais dans les réponses des deux IA, c'est oui, mais. Ouais, et pas oui, et voilà, c'est un peu ça. Non, mais comme quoi, tu vois, je pense que le oui compte pas, c'est surtout le mais qui les intéresse. Je te garde avec moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que selon toi, Charles, il faut mieux réguler les robots avant qu'ils ne commencent à réguler les humains? Eh ben, mauvaise nouvelle, parce que j'aurais aimé dire qu'on est à un moment charnière, tu sais, on a encore la possibilité de rectifier le tir, mais en fait, comment dire, les robots nous régulent déjà beaucoup et ils régulent beaucoup d'aspects de notre quotidien, parfois par paresse. C'est vrai que les évolutions technologiques sont là pour améliorer notre confort et parfois ça va même jusqu'à renforcer notre paresse. Les robots, ils sont pas encore doués de conscience, donc les régulier, ça revient surtout à réguler leurs propriétaires et éviter de partir dans des dérives. On l'a vu sur plein d'intelligence artificielle, notamment celles qui tentaient d'être des compagnons pour des personnes en situation de solitude, qui malheureusement, parce qu'on n'a pas encore assez de recul et pas assez d'expérience et d'expérimentation, il est arrivé sur quelques cas que des personnes malheureusement fassent un geste dramatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, le véritable enjeu, c'est pas la machine, c'est qu'est-ce qu'on veut faire des machines. Donc, ce sont les propriétaires. Donc, pour réguler, il faut se mettre d'accord sur plein d'aspects qui vont changer en fonction des cultures. Parler de l'Asie avec l'Europe, mais même déjà entre l'Europe et les États-Unis, ou même au sein de l'Europe, on n'a pas tous les mêmes codes culturels et les mêmes façons d'envisager soit des libertés d'expression, soit des codes de respect ou la place de la moralité au sein de la société, etc. Donc, ce sont des choses qui sont très très complexes. Même tu parlais de la guerre tout à l'heure, les règles de guerre, il se trouve qu'à un moment donné, on a été plusieurs nations, mais pas toutes dans le monde, à se dire qu'on interdisait l'utilisation des armes chimiques. Mais encore une fois, voilà, ça n'a pas forcément été adopté par tout le monde. Donc, réguler les robots est aussi important pour pas qu'ils reproduisent les erreurs des humains. Parce que mine de rien, même si tu avais toutes les bonnes intentions de bien réguler les humains, c'est aussi important de réguler les robots à travers les humains pour pas qu'ils répètent les mêmes erreurs. Les humains sont bien placés pour savoir ce genre de choses. Et si jamais, effectivement, on en venait au fait que les robots qui régulent déjà nos vies, ça veut dire qu'en réalité, tu as une minorité de propriétaires de robots
un propriétaire dans le sens de créateur, hein, ceux qui les drivent dans le back-office, qui finalement vont imposer une vision à l'humanité, une vision qu'ils ont eux du monde au reste de l'humanité. Et on est déjà en train de le voir aujourd'hui, que ce soit à travers l'utilisation de réseaux sociaux ou même des IA, qui certaines sont biaisées. Il y a des tests qui ont été faits qui ont montré que la même question posée à plusieurs IA, en fonction du niveau de liberté d'expression et niveau de liberté d'expression dans ce passage, en fonction des algorithmes, on n'allait pas avoir les mêmes les mêmes types de réponses. Certaines qui allaient être très plates et d'autres qui allaient être un peu trop extrêmes. Donc c'est intéressant de dire que les robots, oui, il faut les réguler, mais encore plus, il faut réguler ceux qui s'occupent des robots. Alice, tu le disais dans les commentaires, là, j'aimerais que peut-être tu nous développes ça. Tu disais les IA sont déjà régulées et classées par niveau de risque. Ouais, après, comment dire, je connais pas ça très très bien, mais je sais que il y avait ou 3 ou 4 niveaux de risque. Donc déjà, selon qu'on est sur un risque faible, donc ça va juste être des exigences un peu réglementaires. Si on est sur des IA dites à haut risque, bah vraiment là, ça va être un contrôle encore plus important. Et il y a carrément le risque considéré comme inacceptable des IA qui sont interdites jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux contrôles et que ça passe par de nouveaux process pour voir si on les valide a posteriori. Ouais, très clair. Jean-Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose sur la régulation des robots avant qu'ils commencent à réguler les humains? Ah, mais la régulation, elle se fait partout aujourd'hui. Non, je rigole. Ce qu'il faut surtout, c'est réguler l'usage que on va en faire dans chaque partie de notre vie. C'est-à-dire comment on va vouloir vivre, aider notre prochain. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du 3e âge, et c'est vrai que ça peut être aussi le retour, pour une personne âgée, avoir un robot à côté de lui ou d'elle, ça peut lui permettre d'être autonome, de l'aider si jamais elle tombe. Tu vois, il y a plein de. Ce n'est pas que c'est une assistance, mais c'est pas. Comment le dire simplement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va te mettre sous curatelle, c'est quelque chose qui va te permettre de vivre sereinement plus longtemps. Ok, on parle de cette régulation des IA au risque. Peut-être que Christian, qui est l'homme de la situation là-dessus, tu peux peut-être nous éclairer sur ces connaissances que tu as sur justement les gradients d'IA selon les risques. Alors c'est vrai que les risques sont réels, donc s'il y a des études, des textes réglementaires qui sont sortis de toute façon sur les cadres d'usage. Donc c'est vrai que la problématique là, des robots tels qu'on en parle depuis le début de l'émission, donc c'est un petit mélange d'électronique, informatique et mécanique. Donc là il y a un risque supplémentaire qui est physique. Donc là c'est surtout les robots autonomes. Alors c'est vrai qu'on connaît donc les robots fixes dans les chaînes de production, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que là c'est cadré, c'est dans un espace clos pour une mission. Donc je vais dire une bêtise au hasard qui me viendrait à la tête, pour peindre par exemple une portière, par exemple. Donc voilà, donc c'est à la chaîne. Donc là c'est cadré, le robot va pas se mettre à se promener dans la rue et puis à foutre des coups de peinture sur tout le monde, en principe, voilà, parce qu'il y a pas de jambes justement celui-là. Voilà, donc c'est vraiment les robots autonomes, donc les véhicules autonomes en font partie, parce que du coup il y a une partie d'automatisme, de programmation. Donc on appelle l'intelligence artificielle des fois par abus quand même, parce que il y a pas trop d'intelligence forcément. Mais c'est vrai que du coup, donc il y a des cadres réglementaires. Donc on parlait de tout à l'heure du bouton d'arrêt d'urgence. Donc un gros bouton rouge sur le nez, par exemple, on frappe dessus pour le stopper. Mais c'est vrai, donc là j'en rigole, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont étudiées, donc on pourra pas le mettre partout. Sont les usages pour les mêmes contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut pas rendre accessibles, on peut pas arrêter, mettre un bouton d'arrêt facilement accessible à tout le monde, comme on a pu l'évoquer vite fait, c'était juste de l'ironie, parce que c'est vrai qu'on va prendre le cas tout simplement je sais pas, on va prendre un bus autonome par exemple. Si on met un bouton qui est facilement accessible à tout le monde, à tous les passagers, donc là vous imaginez bien qu'il y aura toujours un petit malin, soit volontairement ou involontairement, parce que du coup j'ai mes courses, j'ai mes poireaux, etc., mes carottes, ça tombe sur le bouton, ça stoppe violemment en pleine course le bus qui est autonome normalement, du coup il va s'arrêter violemment, donc là les gens vont chuter, etc., créer un accident. Donc c'est vrai que donc tout ça
s'étudie. Donc il y a des règles pour la sécurité des machines qui sont à l'étude. Alors je les connais pas toutes. Moi c'est surtout sur les traitements de données, ma spécialité. Donc c'est vrai que du coup c'est par rapport à ce qui est fait derrière. Mais c'est vrai que les régulations juridiques sur les robots dits intelligents, parce qu'il y a ce mot intelligent qui va encore revenir, même si c'est une connotation anglo-saxonne qui veut pas dire vraiment le mot intelligence comme nous on l'entend au niveau francophone. Mais du coup, voilà, c'est en cours. Il y a des textes déjà hors fiction avec les 3 règles qu'on a pu voir dans certains films. Voilà. Donc, mais ça c'est rigolo. Mais c'est vrai que si elles sont appliquées au minimum, ça peut être sympa déjà. Mais c'est vrai que voilà, et ça va être la course. Et moi, ce que je vois, donc je ne connais pas tous les textes, mais ça va être le même phénomène qu'on a, la problématique qu'on a actuellement sur la protection des données. On a ces politiques, ça reste de toute façon politique quoi qu'il arrive, même si le RGPD nous protège beaucoup. Certains disent trop, mais moi je dis peut-être pas assez forcément. Au niveau de l'Union européenne, et puis on va surtout en France avec la CNIL, ça reste de la politique. Il suffit que les politiques changent pour que ce soit autrement. Et puis on le voit avec tout ce qui est géopolitique, c'est très très compliqué. Donc là, on va avoir 2 vitesses différentes. Nous, on va peut-être réguler à l'extrême, justement pour sécuriser toutes ces interactions qu'on peut avoir avec les machines. Et de l'autre côté, ils vont peut-être ouvrir, donc c'est ce qui se passe là actuellement outre-Atlantique, où du coup, sans limite, et la sécurité, on verra ça après. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on va mettre le bouton stop une fois qu'il y aura eu des incidents plus ou moins graves. Et c'est dommage, mais en tout cas, oui, c'est à l'étude et beaucoup se penchent dessus. Scène lecture, comme le disait Alice, c'est un l'IA Act. C'est un gros pavé, mais enfin, vous pouvez le mettre dans une intelligence artificielle et commencer à le questionner, à l'enregistrer. Vous allez voir, c'est passionnant, en fait, et on comprend mieux les mécanismes qui sont derrière. Christian, je te garde avec moi. Les robots en tant que professeurs, est-ce que, pour toi, ça peut rendre l'apprentissage beaucoup plus fun ? Alors de quel apprentissage parle-t-on? Alors plus fun, oui. Alors plus efficace, j'aurais dit que plus efficace en s'adaptant forcément. Puis du coup, un petit peu l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Du coup, la patience, il ne la connaît pas. Donc du coup, ça peut être très très long et répétitif. Et répétitif dans le sens qu'il peut reformuler différemment et s'adapter à la personne en face. Donc c'est vrai que là, ça peut être très bien. Alors c'est vrai que là, on a les robots mécaniques, donc c'est la physique. Alors ça peut être très efficace. Après, ça va dépendre du robot. Je vais prendre un exemple concret pour essayer d'imager. Tu vois, donc je ne fais plus de fitness, de musculation depuis très, je pourrais en rajouter plein longtemps. Alors c'est vrai que si j'ai un Terminator en coach, ça va tout de suite me démotiver en fait, parce que je vais voir ce gros robot avec des vérins qui va soulever des poids, de la fonte. Du coup moi ça va pas me motiver, même s'il me dit ouais vas-y, ça va pas me motiver. Je vais voir des vérins. Par contre voilà, si c'est un petit humanoïde avec les formes du coup bien avec des petites courbes etc., des trucs plus visuels, du coup il va avec un écran plus ou moins, ou même plastique qui se déforme, qui sourit. Donc ce sera peut-être mieux, mais dans tous les cas je préférais quand même avoir une vraie personne en face qui accompagne, qui analyse, bien que justement la puissance de la machine qui va pouvoir analyser. Dans la dystopie, on parlait d'un moment du coup du restaurant, et donc qui adapte le repas par rapport à notre condition en fait, de nos besoins en nutriments. C'est vrai que là du coup il va pouvoir adapter les exercices par rapport à la façon dont on est physiquement en fait, de ce qu'on a besoin. Et puis aussi si j'ai un rhume, si j'ai mal au dos, etc., on va faire d'autres exercices. Il va s'adapter à ma morphologie, à mes besoins, et puis par rapport à ce que je veux faire. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Après, il va falloir vraiment bien les programmer, qu'ils ne confondent pas, qu'il n'y ait pas un petit malin, on parlait de piratage et protection des données, qu'il n'y ait pas un petit malin qui, je sais pas, je vais prendre mon ami Charles, là, qui est avec nous sur le pont. Voilà, la machine commence à me donner les exercices pour Charles, qui est de coup quand même plus corpulent que moi. Donc du coup, moi, je vais pas tenir, je vais me casser et ça va pas le faire. Et s'il fait l'inverse, Charles va s'ennuyer sur les machines et sur les poids. Donc voilà, donc faudra faire gaffe, c'est pas le bon terme, mais du coup être très vigilant sur la sécurité justement. On en parlait juste avant de ces machines et de ces robots qui vont pouvoir nous accompagner, mais ça peut être un bon professeur qui s'adapte avec beaucoup de patience. Super. Charles est là d'ailleurs et je vais lui poser une autre question. Les robots, Charles, peuvent-ils développer des sentiments ou est-ce que c'est juste du bon marketing? T'en penses quoi?
Alors je pense que c'est du bon marketing parce que si on savait comment fonctionnent les sentiments, on n'aurait pas écrit autant de livres et de chansons sur le sujet. Donc déjà le premier challenge, c'est de savoir modéliser des sentiments. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on sache réellement le faire. Et en réalité, les robots, ils peuvent développer des réponses sur lesquelles nous transposons des sentiments. Je reprends l'exemple de Terminator 2, quand le T-800, Arnold Schwarzenegger, à la fin, alors désolé, spoiler alerte, si jamais vous l'avez pas vu, je vous laisse 2 secondes, hop, faut revenir en 10 secondes. Donc à la fin, quand il se laisse fondre, il tourne le pouce, il lève le pouce, parce que John Connor lui a appris à quel moment le faire et ce que ça signifiait. Donc juste au moment où il meurt, il tourne le pouce et en fonction de ce que lui avait appris John Connor, il le fait. Mais est-ce que pour autant il y a un sentiment de la part du T-800 ou est-ce qu'il est simplement en train de répéter le programme qui lui a été appris? Donc là, pour le coup, voilà, c'est nous qui transposons le fait qu'ils ont, il avait finalement un peu d'affection pour l'enfant. Non, c'est juste que quand tu réfléchis et que tu comprends comment ça fonctionne, il n'a fait que répéter un programme. Donc on projette, c'est nous qui projetons sur la machine, mais si on arrive à avoir des robots qui ont conscience de leur existence, alors peut-être qu'ils pourront avoir des sentiments. Mais même là encore, rien n'est moins sûr. Christian est encore là. Et Christian, qu'est-ce que tu en penses? Bien vu, ouais, je suis encore là. Écoute, qu'est-ce que j'en penserais qu'au niveau des sentiments, moi je retiens ce qu'a dit Charles, du coup de modéliser les sentiments. Donc c'est vrai que si c'était possible, je pense qu'il y a beaucoup qui seraient preneurs, déjà de les comprendre en tant qu'humain. C'est pas simple. Alors c'est vrai qu'on peut aller très loin dans les robots et les sentiments. Donc on va rester sur le spectre, sur le périmètre sentiments. On va pas dévier sur autre que les sentiments parce que les robots c'est plus physique. Mais c'est vrai que oui, donc ça va pas être simple, je pense, parce que les sentiments, c'est alors c'est pas un reproche, mais c'est le point faible des intelligences artificielles. On le voit bien, même si ça évolue très vite. On parle souvent ils ont pas de créativité, ça reste un effet waouh, ça donne l'impression. Donc c'est vrai que c'est un rapport avec le sentiment, c'est avec les sentiments qu'on a en tant qu'humain. C'est une partie qu'on ne maîtrise pas, qu'on maîtrise moins, j'allais dire moins, mais qu'on ne maîtrise pas, tout simplement, souvent. Et c'est vrai que ça, donc Charles a trouvé le bon mot, c'est de modéliser. Donc ça peut être que répétitif. Les machines vont pouvoir répéter. Comme certaines maladies neuro qu'ont des humains. Donc du coup, c'est la répétition, c'est de répliquer en fait un comportement par rapport à des situations, mais ça n'a rien à voir avec les sentiments, comment on peut les ressentir, les éprouver, et chacun en plus réagit différemment, il ressent différemment. Donc ça, c'est très 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 complexe. Peut-être qu'on se reverra dans quelques années, je dirais l'inverse. Pourquoi pas? Mais je pense que si on dit l'inverse, j'aimerais bien. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, on aura fait un grand pas dans la compréhension, la maîtrise de ce qu'on est en tant qu'humain, en fait, parce que ça, il y a des grands mystères qui sont toujours là. Donc, je pense que c'est pas encore les robots, les sentiments, ça va rester que illusoire. Ok, entendu. Jean-Emmanuel, si ton robot gérait tes comptes sociaux, est-ce qu'il te proposerait les personnes ayant le même profil que toi? En fait, je pense que ce serait véritablement intéressant d'avoir une troisième personne parce que finalement, c'est là où ça devient intéressant. Parce que si c'est ton robot choisi pour toi, ça reste un algorithme. Mais à partir du moment où tu as une discussion avec ton robot et tu es capable de lui dire ce soir, je sais pas, j'ai envie de voir quelque chose de différent, et peut-être que lui, il peut te proposer des choses par rapport à, je sais pas, quelque chose qu'il aurait identifié dans la journée ou des choses. Donc c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire d'utiliser cette tierce partie, d'utiliser le robot pour avancer sur les réseaux, parce que finalement les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est conversationnel, c'est-à-dire t'es quand même tu y vas pour lire des choses, pour interagir avec des gens, pourquoi pas découvrir des points de vue ou des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Moi je le vois comme ça. Après, il y a peut-être des gens qui préfèrent dire du mal des autres ou autre, mais bon, ça c'est une partie moins agréable. Et je pense que à ce moment-là, le robot peut faire la régulation et voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir interagir avec
avec ton robot pour justement pouvoir découvrir quelque chose qui sera toujours différent. Charles, le communicant qui maîtrise et qui parle à l'oreille des réseaux sociaux, entre autres, et pas que, il en pense quoi? Encore une fois, aujourd'hui, de ce qu'on voit, en plus, s'il prend tout ce qui est sur les réseaux sociaux, on a vu l'expérimentation qui a vacciné tout le monde de Microsoft, là, de brancher une IA sur Twitter, et en moins de 24 heures, elle était devenue dictateur, pour rester poli. Sur ces aspects-là, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Emma. Après, encore une fois, le principe, comment dire, les personnes qui ont le même profil que soi, c'est une partie des algorithmes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus les algorithmes. Enfin, même si on a le code, etc., c'est très difficile de savoir aujourd'hui ce qui va vraiment faire que on va pouvoir comprendre comment est-ce qu'on nous est proposé les choses. Et je sais pas si c'est dans notre intérêt, au-delà de sortir de sa bulle, comme on le disait, de savoir si un robot qui gère un compte sur les réseaux sociaux, ça a une vraie plus-value en gain de temps. Tu vois, encore une fois, je repense à ça, c'est si je le mets dessus, c'est pour gagner du temps, ou si c'est pour créer du lien. Et créer du lien, j'y crois pas trop, parce que c'est, mine de rien, le métier de community manager, c'est créer du lien autour d'une communauté qui se retrouve autour de valeurs et de marques. Ce qui peut être très compliqué pour une IA de comprendre ça, parce que ça fait appel à des références culturelles qui sont multiples et qui peuvent varier d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre. Donc, moi, je suis pas trop pour. Je te le dirais comme ça, parce que ça manquerait d'originalité. Et tu vois, par exemple, Burger King, qui a été celui qui a été le plus disruptif ces dernières années, parfois un peu trop. Je ne sais pas si une IA aurait été capable d'être aussi disruptif avec les codes que l'on a aujourd'hui. Donc, je pense pas que ça. Je pense que si tu mets effectivement un robot sur les comptes de tes réseaux sociaux, tu vas potentiellement, oui, tu vas te retrouver les mêmes personnes, mais même pire que ça, je sais pas si ça va vraiment. Tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir profiter de la richesse du réseau social. Je passe le micro à Christian, qui a sûrement une idée un peu folle. Ah bon, pourquoi dis-tu ça? Écoute, écoute, ma première réflexion, moi, du coup, si un robot s'amuse à faire community manager et social manager, je me dirais qu'il y aura peut-être plus d'interaction que certaines marques. Voilà, ça c'est, je lance le pic comme ça en passant. Peut-être qu'il répondra plus. Il y aura plus d'interaction. Ça serait dommage quand même que. C'est bien possible, c'est bien possible. C'est vrai, quand on voit le peu d'engagement de certaines marques sur leur poste assez plat. Voilà. Lui, au moins, il pensera pas en comité avec 50 validations. Est-ce qu'on a le droit de dire bonjour ou pas? Allez, c'est ça. Il prendra des photos de lui-même. Tu me dis, ça peut être sympa, un compte Instagram de selfie de robots. Ça donne peut-être des idées. Oui, voilà. C'est plutôt une bonne idée. Comme ça, les robots qui se révoltent et qui s'en vont, et puis du coup, ils nous remplacent. Tu vois, du coup, ce soit les robots qui se promènent et qui se mettent en selfie eux-mêmes. Du coup, ils ont appris de nous. Donc, ils vont se prendre en selfie au bord de la plage. Les amis, on a parlé de plein de choses, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la bouffe. Ça va pas du tout. Question, elle est pour Charles. Les robots en cuisine, d'après toi, ça peut révolutionner la gastronomie? Eh ben oui, et c'est un fils de cuisinier qui vous le dit. La question, c'est plutôt, voudra-t-on manger dans des restaurants 100% robots? Alors moi, ma vision, elle est biaisée et un peu romantique vis-à-vis de la gastronomie. C'est à la fois le travail et l'histoire derrière un plat. Mais si demain, il s'agit de 0 et de 1, je vais sûrement payer moins cher, mais j'aurais pas vécu l'expérience souhaitée par rapport au pourquoi je vais dans un restaurant. À titre personnel, je vais dans un restaurant parce que j'ai envie de manger des choses que je ne peux pas me faire chez moi. C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant d'aller dans les restaurants. Alors, la gastronomie, ça revisite des plats déjà connus, donc il n'y a rien d'insurmontable pour un robot qui pourra même copier la manière de faire des grands chefs. Par exemple, faire un bœuf Wellington à la manière d'un Bernard Loiseau, etc. Le seul problème dans cette révolution, c'est la valeur du produit à la fin. Un robot qui réussit, c'est sympa, mais la seule difficulté, c'est que la machine arrive au résultat souhaité. Alors qu'un être humain, il y a de l'authenticité
du plat. Il y a l'inspiration qui peut légèrement changer en fonction de l'humeur du chef. Le plat qu'il aura fait le lundi, ce sera peut-être pas le même plat le mardi. Donc révolutionner la gastronomie, oui, mais est-ce pour mieux? Pas si sûr. Ça nous laisse des portes ouvertes. Christian, puisqu'il est encore là, si un robot sait lire les émotions, est-ce qu'il pourrait aussi manipuler tes choix? Homme de data, parle-nous. Et oui, il pourrait du coup nous manipuler. Oui, ça se fait déjà. Il y a déjà des tests qui sont faits justement avec la reconnaissance faciale dans l'analyse du comportement. Il y a beaucoup d'études qui sont faites au niveau marketing pour les placements de produits dans les étalages. Donc ça, c'est pas nouveau, mais du coup, c'est vrai que les machines interagissent beaucoup plus vite et voient un petit peu les comportements. Ça se fait aussi avec à travers les casques virtuels depuis quelques générations. Du coup, ça suit les regards, donc ça suit les intérêts et ça essaye de voir. Donc c'est vrai que du coup en analysant les émotions donc qu'on exprime, donc le non-verbal qu'on appelle simplement en communication, c'est le non-verbal, donc qui est très 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 parlant parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent par ça. C'est que les machines du coup pourront analyser le moindre, je dirais moindre sourcil qui va s'émotionner, bouger. Du coup c'est vrai que la machine pourra anticiper et évidemment dans le cas de la vente nous manipuler pour nous inciter dans une vente, mais aussi nous inciter à peut-être à avoir d'autres idées, à avoir envie, je sais pas, si j'ai pas envie d'épinards aujourd'hui, peut-être qu'elle va m'inciter d'une façon ou d'une autre. Ah, tiens, c'est le moment d'y aller. Il aime bien le vert, la couleur verte. Eh ben, je vais lui faire manger des épinards ce midi. Voilà, et vous avez compris, les deux mots qu'il fallait placer dans cet épisode sont le mot sourcil et le mot épinard. Merci beaucoup, Christian, pour ça. Tiens, allez, je repasse le ballon à Charles. Charles, un robot peut devenir ton boss et te faire la leçon. Ça pourrait se faire, ça? C'est toute l'histoire du management et de sa définition. Alors, un robot peut devenir notre boss, mais uniquement sur des sujets où on nourrit l'IA. Alors, je parle d'IA générative mais c'est le robot. On va le nourrir en données. Ce qui semble faire un peu double travail parce que si mon boss ne sait rien de base et analyse des données sans expérience, alors pourquoi est-il mon boss? Donc, de plus, pour motiver les équipes, gérer les communications de crise, incarner l'entreprise, une IA, est-ce qu'elle aura assez de sensibilité pour savoir être juste dans sa tonalité? En Chine, il y a eu l'exemple où une IA est devenue la PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Il y a eu un effet, je crois qu'ils ont gagné 40% en bourse, ça a été assez fou et l'entreprise se porte encore très bien aujourd'hui. Donc c'était assez impressionnant de voir que ça a eu un vrai effet derrière au niveau financier. Ça nous ramène aux entrepreneurs qui finalement sont des personnages. On pourrait les dupliquer en fonction de ce que l'on voit, mais a-t-on envie de retrouver les figures de proue d'une autre époque pour nous diriger aujourd'hui? Je vais très loin. Pas sûr que Jules César saura s'y prendre aussi bien avec des actionnaires mécontents qu'avec ses conquêtes militaires, vous voyez, par exemple. Ou si on reprend des figures d'entrepreneurs très connus, est-ce que si je mets Steve Jobs dans de la boulangerie, il va être aussi capable et créatif qu'il ne l'a été dans la technologie? Voilà, il y a toutes ces questions-là d'appropriation qui peuvent être prise en compte. Et si on doit créer un boss en IA et qu'il faut le former, une des variables d'ajustement sera de se demander si le temps de recrutement sera plus ou moins long que le temps de faire travailler une IA, afin qu'elle puisse prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. Mais il y aura toujours la notion de management, et là, il faudra attendre encore un peu pour se projeter sur un oui ou non. On pourrait d'ailleurs avoir des surprises sur la manière dont l'IA gérerait cette partie management. Mais là, aujourd'hui, finalement, est-ce que ça demande moins de temps de trouver un bon décideur, un bon entrepreneur, ou ça demande moins de temps de paramétrer une IA qui sera le prochain boss? C'est la bonne question. Alors, comment les robots pourraient-ils aider à créer des villes plus intelligentes et plus sûres? Jean-Emmanuel. Écoute, c'est quand même quelque chose d'un peu épineux parce que finalement, l'humain, il a toujours construit. Si tu regardes les villes en Europe, ça s'est toujours construit un petit peu hétéroclitement. Après, il y a eu des modèles où c'était très architectural avec des routes qui se croisaient à angles réguliers, à 90. Est-ce qu'un robot, finalement, est-ce que le robot, lui, il regarderait pas les choses différemment? Est-ce qu'il tiendrait pas
compte du climat pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure aération dans les rues, que ça fasse moins de chaleur. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses à imaginer par rapport à ça. Peut-être, pourquoi pas. Ça dépend de ce qu'on lui met dans la tête, en fait. Ok, Christian. Oui, certainement, parce que ce serait dans le périmètre d'analyse, donc du coup, il va pouvoir réagir et puis s'adapter à ce que disait Jean-Emma, du coup, par rapport du coup à une ville plus intelligente, puis du coup avec plus de respect de l'environnement. Alors c'est vrai que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Moi, ce que je vois comme contrainte, ça va rester l'humain. C'est connu, hein, donc les robots vont pouvoir suivre. Je vais te dire un truc classique. Donc il y a un passage piéton, du coup le robot va être entraîné, il va suivre à la lettre, comme dans certains pays. Hein, les humains sont comme ça aussi, ils vont suivre et respecter les feux. C'est vrai que nous, on a une mentalité un peu différente, hein, surtout peut-être bien nous en France. Les passages piétons, si on peut éviter, si on peut aller tout droit, hein, le chemin le plus court est toujours le plus efficace. On aime bien faire ça, en fait, toujours passer outre, pas par défi des fois de l'autorité exprès, parce que du coup on est entraîné comme ça dès qu'on est enfant, mais du coup parce que du coup ça nous paraît le plus simple, et puis on va économiser nos pas quoi qu'il arrive. Je vais quand même pas faire 3 pas de plus pour aller jusqu'au passage piéton, donc je vais aller tout droit. Donc c'est vrai que l'humain sera toujours, je pense, une petite problématique en plus à prendre, mais c'est vrai que ça peut être très utile pour tout gérer, pour une ville plus intelligente, pour l'énergie, pour la circulation évidemment, et puis peut-être bien aussi pour la sécurité, mais je vais peut-être laisser, je pense qu'Alice peut nous dire des choses sur la sécurité. Allez, on passe le ballon à Alice alors. C'est vrai qu'on peut les robots et même l'IA plus globalement, ça peut carrément aider à contribuer à rendre les villes plus sûres, mais parmi les exemples qui ont déjà été cités, mais l'optimisation aussi bien de la circulation, des transports en temps réel, l'entretien des infrastructures, on pourrait détecter des anomalies avant qu'une panne intervienne, il pourrait y avoir des drones et des robots patrouilleurs qui pourraient prévenir des incidents, repérer des comportements suspects, mais la sécurité justement, ça rime souvent avec surveillance. Donc, qui dit robot capable de tout voir, tout analyser, dit aussi une ville où chaque mouvement, notamment humain, est tracé, chaque comportement évalué. Donc, les robots peuvent rendre nos villes plus sûres, mais il faut vraiment se demander à quel prix. Donc, l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. Le vrai défi, c'est pas la technologie, c'est la manière dont on va choisir de l'utiliser. Et c'est Marie Dolé qui disait dans une de ses dernières newsletters une phrase que je trouve très juste. Le progrès n'a jamais été un problème, c'est l'abandon du sens qui l'est. Waouh, ça, gardez-le, ça c'est la punchline de l'épisode, je pense. Merci à toi Alice et bravo à Marie Dolé qui a vraiment le sens de la formule et qui amène aussi à bien réfléchir. Je vous recommande d'ailleurs de vous abonner à sa newsletter. In bed, c'est ça, c'est In bed with tech. Allez, on fait tourner la roulette, on va prendre une autre question. Les robots vont-ils voler ton job ou juste te rendre obsolète, Christian? Voleur. Il y aura peut-être des robots pour courir après un autre robot voleur. Écoute, est-ce qu'ils vont voler mon job? Non, écoute, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Alors, c'est vrai que chacun a ses craintes, ce qui est légitime. A-t-on perdu notre ami Christian? J'ai l'impression. Ça a coupé complet. Ouais, c'est peut-être un mauvais branchement de son mauvais micro. branchement de Christian, c'est possible. Ouais, PPC, il y avait une question. Ah, il est de retour. Voilà, il is back. Tu m'entends pas. Si tu réagis pas, c'est que tu as plus Il de revient. son. Il revient. Il est de retour. Chardy, tu es là? Il n'est plus là. On l'a perdu. Non, là, il a un robot qui lui est tombé dessus. Hein. C'est pas possible. Il y a un complot là. Il y a un complot. Je te pose la même question à toi, Charles. Les robots vont-ils voler ton job ou juste te rendre obsolète? Alors en fait, si les robots veulent mon job, c'est que la plus-value humaine était vraiment proche de zéro aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on peut faire, je citais l'exemple effectivement de transférer des données entre 2 ordinateurs. Aujourd'hui, il suffit juste de mettre un connecteur et ça se fait tout simplement. Après, c'est assez drôle, mais l'arrivée de l'intelligence a mis de plus en plus en avant l'importance de l'aspect humain, qui prend de plus en plus de place par rapport à la confiance que l'on porte au travail des gens. Ce qui semble parfois obsolète est en réalité une mutation.
Je prends l'exemple de Charlie et la chocolaterie. Le père de Charlie, au début du film, se fait virer et son travail est remplacé par une machine. Et on se rend compte qu'après, il retrouve un job parce que cette machine qui faisait son travail, il faut qu'il l'entretienne. Donc en fait, il a la connaissance du travail que fait la machine, puisque c'était son travail, et il monte en compétence pour maintenir en état la machine qui est censée le remplacer sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc non, les IA ne vont pas voler mon travail. En revanche, elles vont devenir incontournables. Enfin, les robots vont devenir incontournables au fur et à mesure que ils vont prendre de plus en plus de place dans le quotidien professionnel. Un exemple tout simple dans la communication, si aujourd'hui on ne sait pas utiliser des réseaux sociaux ou si on ne sait pas utiliser la suite Office, c'est très compliqué pour pouvoir travailler au quotidien. Or, ce ne sont que des robots, des logiciels, et ils font pas le travail à ma place. Alice. Pour rebondir sur ce qu'a dit Charles sur la valeur humaine ajoutée, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on voit qu'il y a des robots qui voleront probablement des jobs de médecin. Donc la valeur humaine, c'est vraiment ce qui fait l'humain en lui-même et pas juste sa culture, sa connaissance, quoi. Contrairement à par le passé où les innovations technologiques remplaçaient des jobs plus simples. Donc en fait, je pense qu'on peut dire que tout dépendra du job, qu'il y en a certains qui seront remplacés, d'autres qui seront transformés. Et qu'il y en a quand même probablement beaucoup où la collaboration deviendra la norme. Après, la question, c'est est-ce que ce sera un changement subi ou un changement choisi? Et il y a Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui a dit récemment en interview « La prochaine révolution de l'IA sera celle de l'intelligence artificielle physique, une IA qui maîtrise les lois de la physique et qui sera capable de collaborer avec nous. » Et qui précisait qu'il y avait déjà 5 millions de robots préprogrammés en test à travers le monde. Donc on ne parle pas juste des IA qui actuellement, déjà, on le voit bien pour beaucoup, dans nos quotidiens qui sont là pour au mieux nous seconder. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure où il y a déjà sur certaines plateformes comme LinkedIn 60% de posts qui sont générés par IA. Donc oui, il y a des robots qui vont voler ou qui vont transformer les boulots, mais c'est vrai que est-ce que ce sera... Enfin, faut que ce soit vraiment choisi plutôt que subi, et c'est à nous de nous d'évoluer et de s'adapter et de l'anticiper. Tiens, je prends le commentaire de LSL Maker qui nous dit, il pense, je pense un peu comme lui, que les conséquences sur l'emploi sont largement sous-estimées. Voilà, ça sera peut-être la question matière à réflexion pour nous tous. On vous a quand même préparé pour la dernière partie de ce podcast, de cet épisode enregistré en live sur TikTok, une petite partie sur les films, sur les robots que nous vous recommandons. On va lancer ça, je lance un petit jingle et puis on passe à ces films. Connected Mate. Alors, on a posé la question à nos mates, justement, et ils nous ont sorti pas mal de films. Je pense à Frédéric, qui nous a sorti Terminator, Wall-E, Iron Man, iRobot, Nicolas, qui nous a parlé de Chappie, Thierry, qui nous a parlé lui aussi de Wall-E. Alice, il y a eu d'autres films, lesquels ? Ouais, il y en a eu pas mal, et celle sur laquelle je voulais rebondir, c'est une reco qu'a fait l'un des mates, Christian Riedi, à savoir la série finlandaise Real Humans, Acta Maniscore, pour ceux qui ont suivi, et qui, moi aussi, comme lui, m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est une série qui explore un monde où il y a des androïdes ultra réalistes, les bots, qui cohabitent avec les humains. Et à la base, ils sont conçus pour assister les humains, remplacer aussi des humains perdus ou tenir compagnie. Et la série, elle questionne vraiment l'identité, les droits et la place des machines dans nos sociétés. Et on se demande si un robot devient trop humain, est-ce qu'il est toujours un simple outil ? Bonne question, hein. S'il est trop humain, est-ce que c'est un simple outil ou autre chose ? Charles, un film ou des films qui t'ont marqué ? 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Wars, la série Love, Death and Robots sur Netflix, il y a Matrix aussi bien évidemment, et War Games qui est peut-être un peu moins connu, qui est un film des années 80, et où en fait un jeune passionné d'informatique arrive à craquer un code et va se retrouver embarqué dans des aventures où ils vont découvrir une intelligence artificielle qui est en train de simuler des attaques nucléaires et qui à un moment donné
va mettre un compte à rebours et lancer des missiles nucléaires si elle ne trouve pas un jeu face à quelqu'un qui arrive à la battre dans les jeux comme ça. Alors c'est avec Matthew Broderick pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma. C'est un film très intéressant parce que, alors je vous spoil pas la fin là pour le coup parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle met déjà en place à l'époque les bases de la place de l'humain versus la machine dans des conflits ou dans des responsabilités de manière générale. Au-delà de l'arme nucléaire, on peut se demander si ça pouvait pas être autre chose comme menace, et de la capacité de la machine, de l'homme à pouvoir, ça fera un clin d'œil à Christian, à pouvoir vaincre la machine. Puisqu'à l'époque, on est encore sur des machines qui ne sont pas ultra performantes comme on l'a aujourd'hui, donc il y avait encore des moyens, et à la fin du film, il y a un système qui est très drôle, enfin la fin est assez drôle, et il y a une petite lettre à la fin, une petite phrase qui est très intéressante. Donc War Games est très intéressant, film des années 80, donc vous allez avoir un très beau casting. Et sinon, plus récemment, je vous recommande vraiment la série Love, Death and Robots, qui sont des mini courts-métrages, dessins animés, 3D, etc., avec des concepts qui peuvent être très drôles, parfois un peu noirs, parfois juste un peu fantastiques. Et il y a notamment, il y a 2 saisons, et dans les 2 saisons, il y a à chaque fois un épisode avec 3 robots qui visitent la Terre, une Terre post-apocalyptique où ils essaient de comprendre pourquoi est-ce que tous les humains sont morts. Et c'est très intéressant parce que ça fait écho à notre point du jour sur la place des robots à l'époque et comment les humains s'occupaient de la planète, s'occupaient plus des robots que de la planète. Merci pour ces pépites, Love, Death and Robots sur Netflix, et puis merci pour aussi le rappel de War Games, et c'est Patrick dans les commentaires qui dit que ça, finalement, effectivement, c'est un peu la génération vintage, c'est notre époque, ça, ouais, c'est le maker qui dit, oui, c'est la génération vintage. C'est vrai que ça donne un peu un âge, mais War Games, à revoir. Je ne sais pas si ça a très très bien vieilli, on pourra en parler. On va essayer de voir si on a récupéré Christian. Est-ce qu'il a des films à nous raconter, Christian? Écoute, Il est ça là, manque pas les ouais. films. Ouais, ça va. Je me suis battu avec mes robots. Il a gagné. Écoute, la référence plus ou moins dans l'imaginaire, Terminator évidemment, hein, parce que du coup, c'est vrai que ça va très loin, et puis donc il date, 84 quand même, je crois, hein, de mémoire. C'est vrai que du coup, ça reste la référence. Après, dans les autres références, moi j'aime bien donc Blade Runner. Parce que du coup ça approche ce qu'on a un petit peu évoqué lors de notre épisode, hein, ce soir, hein. Du coup c'est cette limite, qu'on peut voir entre en gros l'humanité et puis l'intelligence artificielle et les machines. Alors dans le même ordre d'idée, donc ce que j'aime bien, il y a aussi AI, intelligence artificielle, hein, le gamin donc qui se prend pour donc la machine, donc du coup qui se prend pour un humain, donc imagé avec un enfant, et puis évidemment iRobot avec Will Smith, où là du coup donc à chaque fois c'est ce même thème, vous avez compris, donc là qui je trouve va dans le sens de notre soirée, où du coup cette frontière, donc il y a un peu d'imaginaire, mais il y a toujours cette frontière de l'imaginaire entre c'est où la limite de la machine, de l'intelligence artificielle en fait, et puis de l'humain en fait. Est-ce qu'une machine peut se prendre pour un humain? Pourquoi pas? Moi je dirais pourquoi pas l'inverse, hein. Pourquoi pas un humain se prendre pour une machine? Des fois on aimerait bien être plus solide, pour avoir moins de problèmes de santé. Donc voilà, donc c'est mes petites références, mais c'est vrai qu'il en manque pas des films et des séries sur le sujet. C'est vrai, t'as raison, ça manque pas. Merci pour ces pépites aussi. Tiens, je prends les commentaires. C'est Manu from Paris qui nous dit la planète interdite. On a aussi le jour où l'internet s'arrêta. Ouais, à voir, ça c'est aussi pas mal. Les réplicants aussi, plutôt top. iRobot de Patrick nous signale ça. Ouais, il y en a tellement de ces films. Jean-Manuel, toi, tu t'es projeté plutôt dans des séries à venir. Tu peux nous parler d'une série que tu as repérée? Oui, en fait, en cherchant des choses sur les robots, je suis tombé sur une série qui va paraître à partir du mois de mai chez Apple TV, qui s'appelle Murderbot, en fait, qui va mettre un petit peu en exergue la vie d'un robot. Et je trouvais que c'était pas mal parce qu'en général, c'est souvent des humains qui interagissent ou qui ont des choses. Et là, c'est quelque chose d'inversé. Donc, je me suis dit que c'était intéressant finalement de renverser la table avec des robots. Donc, j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Donc, si ça vous intéresse, c'est Murderbot, et ça devrait paraître normalement aux alentours du 10 mai.
Ok, on a la date. Merci, il aime renverser la table, l'ami Jean-Emmanuel, c'est cool. Alors tiens, les mates nous ont aussi donné d'autres idées de films. C'est Léava et Yacine qui nous ont parlé de Her, vous savez, avec c'est River Phoenix ou Jason Phoenix, je sais jamais. Joachim, merci. Voilà, c'est Joachim Phoenix avec la voix fabuleuse de Scarlett Johansson. Donc vraiment, honnêtement, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Trouvez-le Her. HER, ça vous rappellera tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec les IA génératives. Voilà, c'est vraiment à voir. Mathieu nous a parlé de AI, intelligence artificielle, Terminator, Robocop, appelez-moi Johnny 5, Blade Runner, iRobot, Ghost in the Shell, Le Robot Sauvage, District 9, Total Recall, The Creator, Ex Machina. N'en jetez plus. Alice, t'en as d'autres? Oui, pardon, j'étais en train d'essayer de répondre aux commentaires. Robot Sauvage, trop beau, film de l'année dernière à voir, magnifique. Sinon, un autre film dont je voulais vous parler, c'est The Pod Generation. C'est un film de 2023, un film dystopique qui va imaginer un futur où les naissances se font plus dans les corps, mais dans des utérus artificiels portables, les pods. Donc une technologie qui va délester de l'humain ces liens les plus organiques, quoi. Donc ça va interroger la maternité, la nature, la place de la biologie face à la tech. En plus, dans ce film, on voit un quotidien franchement proche de la dystopie qu'on a fait en début de ce live. C'est pas le film du siècle, clairement, hein, mais il y a plein d'idées tech et robotiques aussi géniales que flippantes, donc c'est assez intéressant à voir. Excellent. Bon, mais mes amis, merci beaucoup. On a fait un live un peu plus long que d'habitude, mais enfin bon, c'était toujours aussi passionnant. Merci à celles et ceux qui étaient présents avec nous pendant ce direct, enregistré sur TikTok. On se retrouve bien sûr, comme tout le temps, sur la newsletter bonjourppc.substack.com et puis abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube Connected Mate, voilà, sur YouTube et puis aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de balado. À très bientôt. Merci les amis et à très vite. Merci PPC. Salut à tous. Merci PPC. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Connected Mate.